Et tout de suite, la deuxième partie de mon entretien avec Olivier Roller. Alors on rêve généralement de se présenter sous son meilleur jour, mais ce meilleur jour il peut être différent de celui du photographe. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne se voit jamais comme on est, enfin en tout cas comme les autres nous voient, et puis il y a une histoire de goût aussi. C'est infernal. Et parce que c'est infernal, c'est-à-dire que votre goût n'est pas mon goût. Mais on commence par le langage. Vous voyez, on va pas faire de la linguistique et revenir à Ferdinand de Saussure, mais si je dis je t'aime, en fait, on ne peut pas se comprendre, puisque mon je t'aime, il est le fruit des expériences amoureuses et des sentiments que j'ai vécus moi. Or, vous en avez d'autres, vous n'avez pas les mêmes. Vous voyez, même si le sentiment amoureux peut être, on va dire, quelque chose de commun, mais la manière dont on l'exerce est absolument différente. Et dans le rapport à l'image et à son propre corps, c'est de ça dont il s'agit. Je veux dire, il y a des gens, au fond, qui ne vont pas aimer, qui vont détester une image d'eux, pas pour des raisons objectives, mais parce qu'ils vont se dire, on prend l'exemple d'une femme, une histoire qui m'est arrivée il y a assez récemment, en fait en creusant son dégoût de l'image que j'avais faite d'elle, en fait elle m'a dit, mais tu m'as photographié comme mon père, en fait dans ton image j'ai vu mon père. Et vous voyez, je trouvais ça vachement intéressant, et j'en parle avec d'autant plus de simplicité que moi-même vieillissant, je vois dans mon visage des traits de ma mère. Et donc on peut le prendre soit avec horreur, soit se dire mais c'est quand même génial, enfin je viens de quelque part. Bien sûr. C'est pour ça que j'évoquais la question du goût, c'est parce que ça se pose aussi quand on décide de transformer ou de modifier une partie de son corps et qu'on en parle avec le chirurgien ou la chirurgienne. L'idée c'est vraiment que lui ou elle comprenne vraiment nous ce qu'on attend de l'intervention, parce qu'il peut y avoir des interventions qui sont techniquement réussies et qui ne plaisent pas à la personne qui a été opérée. C'est la même chose pour vous avec une photo. Exactement, sans doute d'ailleurs que le chirurgien fait appel à la photographie, alors pas une photographie créative, mais une photographie littérale, et pour montrer en avance ce qui existe et ce qui sera. J'imagine que c'est comme même ça légal, que ça marche. C'est comme ça aussi que justement quand il y a une insatisfaction après, ils ressortent leurs photos avant en disant mais vous voyez quand même, ah oui c'est vrai, je suis améliorée, parce que il leur faut ça comme preuve, parce que parfois effectivement on peut ne pas mesurer la modification, l'amélioration qui a été faite. C'est drôle ce que vous me dites, parce que là récemment j'ai photographié pour la couverture d'un livre une star du football féminin, et alors que c'est une sportive et qu'a priori son image, c'est pas son premier talent, je suis en train de garder tous les mails qu'on s'échange où on est parti d'une image que j'avais déjà un peu améliorée, et en fait il y a des demandes de sa part de changements qui sont peu à peu. On estompe le nez, on enlève les rides quand j'ai un petit sourire, la petite peau plissée, on enlève. Vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, elle se base sur l'image qui est telle qu'elle est après X retouches pour passer à la retouche suivante. Mais si elle revenait à l'image de base, on a quelqu'un qui se ressemble plus à qui elle était au début. Et donc, c'est vraiment le fait de passer de A à Z d'un coup, ou alors de passer par l'alphabet où on évolue un tout petit peu à chaque fois. Et peut-être que dans la retouche physique, c'est exactement la même chose. On commence par un petit truc, c'est bien, on va en faire un autre, etc. etc. Ah, c'est exactement ça, parce que quand on regarde les actrices notamment, puisque c'est elles évidemment qu'on regarde, et celles qu'on aime et dont on regrette qu'elles aient fait trop de gestes esthétiques, on se demande toujours pourquoi, puisqu'elles ont le bon réseau pour se faire opérer par les plus grands et tout ça, et on se dit mais pourquoi elle a fait le geste de trop, ou en tout cas ce qui nous semble nous être le geste de trop. Et je pense que vous avez raison, c'est une histoire d'accumulation de petits gestes qui font que parfois on arrive là où peut-être on n'avait pas imaginé être et où on n'avait pas souhaité être, et c'est compliqué. En fait, une idée me vient, en fait, quand on se parle, c'est que peut-être qu'on est un peu le monde d'avant et qu'il pourrait y avoir un nouveau monde. Ce nouveau monde, ce serait un monde où tout le monde serait extrêmement retouché et que cette extrême retouche deviendrait la norme et que nous serions les anormaux, c'est péjoratif, mais oui, normaux, enfin, des gens qui ne sont pas dans la norme. On pourrait inverser le paradigme et peut-être que le progrès, ça pourrait être, il pourrait y avoir un dictateur comme ça qui dans son pays décide que tout le monde doit ressembler à tel et tel critère, et ceux qui n'y ressemblent pas, donc l'intégralité de la population,
se font transformer pour y ressembler. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir ça, c'est que quand je vais dans un congrès de médecine ou de chirurgie esthétique où quand même la majorité des personnes qui sont là ont fait beaucoup de choses et moi, je n'ai pas fait grand-chose pour le moment, j'ai souvent ce sentiment d'être un petit peu l'intruse, de ne pas être dans les normes et je me dis parfois, voilà, que vont penser les autres de mon visage qui n'est pas complètement lisse. Et sans doute que les spécialistes vous disent « Oh, mais vous êtes magnifique, regardez, je pourrais vous faire ça et ça et ça !» Mais oui, mais ça, ils me le disent depuis que j'ai 30 ans. Hein. Depuis que j'ai commencé à traiter le sujet, on m'a dit « Mais vous voyez, vous, je pourrais vous faire ça. » Mais quand j'avais 30 ans, je le prenais assez mal. Maintenant, encore plus. Mais bon. Et alors, pour quelle raison êtes-vous amené à retoucher un portrait? Puisque j'imagine que l'essentiel se joue au moment de la prise de vue. Alors, je suis désolé de vous décevoir. Moi, je suis assez mauvais photographe. Je ne crois pas. Et du coup, dans la prise de vue, l'enjeu, en fait, c'est de faire une bonne image. Et donc, d'avoir une interaction avec mon modèle qui fasse que on crée quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez, la bonne photographie, c'est quelque part une image où on a tous les deux oublié ce qu'on faisait là. On n'est pas dans une production productive, quoi, je veux dire, et on est dans une sorte de geste, quoi. Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Exactement. Et cette sensibilité-là, cette fragilité aussi, parce que cette émotion, bah, elle est fugace. Quand j'arrive, je trouve ça bien. Donc ça, j'ai fait mon maximum. Ensuite, il y a l'après. Et l'après, il y a deux destinations. La plupart de mon travail et de mon temps, il est destiné à un travail personnel. Donc c'est des projets sur le long cours que je mène en forme de livre ou d'exposition. Voilà. Donc ça, les images sont extrêmement travaillées, mais pas retouchées. C'est-à-dire que je vais faire des choses qui sont absolument possibles dans le monde d'avant, quand on était avec des agrandisseurs et qu'on travaillait en argentique. C'est-à-dire que je vais éclaircir, assombrir certaines zones, je vais homogénéiser des couleurs, je vais peut-être enlever une petite brillance, mais oui, je ne vais pas corriger en fait la personne. Ensuite, il y a une autre partie de mon travail où je gagne ma vie, et là j'entends en fait la demande du commanditaire et je tâche de faire une image qui fonctionne le mieux possible avec son besoin. Là par exemple je travaille pour une grosse entreprise française et puis je photographie le top management, donc c'est 20 personnes et ils ont une nécessité en fait de dire une sorte de vérité. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin d'une transparence, etc. Et donc, j'arrête pas de les inciter à dire, bon, on peut évidemment tout faire en retouche, mais moi, il me semble que sur un plan des valeurs que vont véhiculer, en fait, ces images, vous devriez agir le moins possible. Bon, après, il y en a qui arrivent en me disant, oh, j'ai un bouton de fièvre, j'ai machin, donc là, il n'y a pas de problème, on enlève. On peut absolument tout faire en retouche, et moi, j'engage vos auditeurs à taper mon nom sur Google juste pour voir ma tête, mais mon assistante m'a déjà fait de longs cheveux blonds, c'est vous dire le talent qui est le sien et la capacité de retouche qui est possible de faire. Je veux dire, on peut absolument tout faire, vous voyez, mais la question, c'est dans quel but? C'est ça. Oui, parce que vous, votre but, en fait, quand on regarde une de vos photos, c'est de créer l'émotion, de raconter une histoire, qu'on soit touché, en fait, par votre cliché. Qu'on ait la nécessité, après l'émotion, de réfléchir et de se poser des questions propres à soi, je veux dire. Oui, je trouve ça magnifique dans le langage courant, quand on voit la photographie d'un homme qui a des marques sur le corps et tout, on l'associe à quelque chose de l'ordre de la puissance ou de la sagesse. Et quand on voit la même photographie d'une femme, on dit « Ah, bah toi, tu l'as pas raté celle-là. » Oui, c'est fou. Hein. Oui. Ah oui, là, on est loin d'être arrivé à la parité. Hein. Et là-dessus, je trouve que, moi, ça c'est un autre de mes combats, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas des choses qui sont importantes pour moi, c'est que moi je pense que l'égalité homme-femme, elle est banale pour moi. Moi j'ai été élevé par une mère célibataire qui a fait mes 68, oui, donc c'est normal, les hommes et les femmes ils sont pareils, vous voyez, il n'y a pas de différence, il y a des différences biologiques peut-être, bon voilà, mais on est capable tous de faire les mêmes choses, quoi. Et je comprends pas pourquoi on ne peut pas photographier les hommes et les femmes de la même manière. Voyez. Oui, mais parce qu'un homme, on aime qu'il soit même vieux, qu'il ait justement des marques, parce qu'on a l'impression, je sais pas, c'est son expérience. Un homme ridé, un homme qui a les tempes grisonnantes, c'est plutôt quelque chose qui appelle à un regard bienveillant de la part des femmes. Alors qu'une femme qui a des rides, ça appelle rarement un regard bienveillant de la part des hommes.
où ça pousse à ce que beaucoup de femmes passées 50 ans appellent l'invisibilité. C'est-à-dire que quand on est vieille, on devient invisible. On n'est plus regardé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est terrible de ne plus être regardé. Ouais, j'entends ce que vous dites et je suis pas d'accord à titre personnel. Moi, j'ai toujours aimé les femmes de mon âge et je trouve ça magnifique, une femme à 50 ans, parce qu'elle a une force et une puissance qui est géniale. Elle est arrivée à être en fait ce qu'elle avait envie d'être. Et puis ses faiblesses, elles sortent un peu plus facilement. En tout cas, moi, je les lis et je trouve ça, voilà, c'est tellement plus beau, en fait. Et pareil pour les hommes, hein. Je veux dire, il n'y a pas une question de genre là-dessus, quoi. Mais, enfin, je veux pas radoter et redire à chaque fois la même chose, mais vraiment, c'est parce qu'on est nous-mêmes et qu'on est beau. Enfin, singulier, vous voyez. Oui. Parce que beau, ça peut être un jugement de valeur. Bien sûr. Alors, puis la beauté, c'est encore une question de goût, hein. Il y a différentes... une personne que vous trouverez belle, vous, peut-être que moi, non. je suis d'accord avec vous. Alors que si on est soi, je veux dire, mais quel pied, quoi. En fait, c'est quand même ce que la société revendique pour nous, ce que l'humain, en fait, revendique depuis hyper longtemps. Je veux dire, depuis la représentation du pouvoir, où il faut quand même savoir qui c'est le patron, quoi. Je veux dire, sinon ça sert à rien d'être le patron. À Andy Warhol et son quart d'heure de célébrité. Enfin, vous voyez, c'est que qu'est-ce qui fait que quand on vieillit, donc quand on est vraiment soi-même, on voudrait être quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas un autre, mais qui sont tous les autres. Et en même temps, on voit les jeunes personnes qui veulent déjà aussi être quelqu'un d'autre, même sans avoir attendu d'avoir vieilli. Alors, quand on ne s'aime pas en photo, on dit qu'on n'est pas photogénique. Est-ce que pour vous, il y a des personnes qui ne sont pas photogéniques? Il y a des gens avec lesquels j'ai du mal à faire que la lumière fonctionne sur eux, les enveloppes. Il y a quelques rares personnes, effectivement, où c'est comme si la lumière ne voulait pas d'elle. Et là, on n'est pas sur un jugement de valeur. C'est qu'objectivement, il y a le rapport entre l'ombre et la lumière, enfin la manière dont ça rebondit sur la peau, ça ne fonctionne pas. Et j'ai jamais trouvé pourquoi. C'est pas parce que la peau, elle est comme ci ou comme ça. C'est une inconnue qui vient sans doute en partie de moi. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est toujours l'échec du photographe. Quand les gens ils arrivent, je leur dis, de toute façon, c'est très simple. C'est moi qui vais mener la barque. Vous êtes là. Je vous remercie d'être venu. Vous êtes cool. C'est-à-dire que si ça foire, c'est de ma faute. Et donc là, j'assume complètement cette incapacité que je peux avoir des fois à faire que, voilà, il y a un truc, quoi. Je veux dire, et technique, et intellectuel, et émotionnel avec quelqu'un. Effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement photogéniques. C'est un mélange de morphologie et puis d'un côté pétillant. Oui, d'un rayonnement. Ouais. Il y a des gens comme ça qui ont un soleil dans eux. Oui. Ils sont très peu nombreux. Hein. Et d'autres, à l'inverse, où c'est plus complexe. Et moi, je dirais que c'est quand même plus intéressant quand c'est plus complexe. Oui, j'ai fait par exemple une séance photo avec Jean Dujardin. Le type, il arrive, il fait son show. C'est super. Vous voyez. Après, on s'est un peu fâché parce que je voulais qu'il soit autre que justement Jean Dujardin qui fait son show. Et il a fini par faire d'autres images. Et c'était, du coup, c'est intéressant parce que ça reste de toute façon lui, et c'est compliqué quand même de le rater. Mais il me semble qu'une des clés pour répondre à votre question, c'est le rapport plus psychologique et émotionnel. Vous voyez, parce qu'une photographie, elle montre quelque chose qui plaît ou pas physiquement, et elle montre quelque chose qui amène à se poser des questions, à ressentir. Donc on n'est plus dans une question de beauté. En tout cas, la beauté, elle prend une autre forme que celle plastique. Parce qu'on est aussi peut-être dans une question de souplesse ou de rigidité psychologique. Si quelqu'un veut absolument pas se faire photographier, ça doit se ressentir aussi. Je dis ça parce que moi, je déteste les photos et que c'est jamais facile. Voilà. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Quand on essaye de se protéger et de peut-être surtout pas... se laisser photographier, ça vous arrive aussi des gens comme ça? Oui. Récemment, j'ai eu une séance photo avec une femme chef de cuisine, qui comme ça était dans ce refus, et c'était vraiment intéressant. Et donc j'ai passé la plupart de mon temps à parler en fait avec elle pour rendre
en fait la chose possible, juste l'acte photographique. Et c'était intéressant parce que c'est comme, il y a certaines personnes qui ont ce talent incroyable de fermer les yeux systématiquement quand on fait la photo. Et vous voyez, et j'en parle avec elles, c'est assez rare, mais c'est dingue, parce que je pense que c'est un refus psychologique, enfin, vous voyez. Et donc, je sais pas, sur 10 photos, vous en avez 6 où les yeux sont fermés ou à moitié fermés, donc vous pouvez les mettre direct à la poubelle, quoi. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça pose la question, ce que je fais quand même assez régulièrement, c'est que je fais des photos les yeux fermés. Mais là, je les vole pas, je fais poser les gens. D'accord. Quand on est photographié, on sourit, on regarde l'objectif. Qu'est-ce qui se passe déjà quand on sourit pas? Bon, bah, on est vraiment soi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux? Oui, on est obligé, quand ça dure 10, 20, 30 secondes, hein, on est obligé d'être, on est à l'intérieur de soi, on n'est plus dans l'interaction, donc dans la séduction, avec l'objectif, hein, et je trouve qu'il se passe autre chose. Tout comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je fais quasiment à chaque fois des photos de profil, parce qu'on ne voit quand même pas très souvent son profil, et en plus je fais des photographies de dos des gens. C'est drôle. Je suis extrêmement amoureux du dos des gens. Et en fait, il y avait un film comme ça dans les années, je sais pas, 90, c'était la nouvelle vague coréenne, où il y a un enfant de 12 ans qui photographie les gens de dos. Et il y a une scène magnifique où le père et le fils sont dans une voiture, dans un garage. Donc vous voyez, il y a cinématographiquement une succession d'enfermements. Le garage, la voiture. Et le père dit au fils, mais pourquoi tu fais des gens de dos? On n'en a rien à foutre. Enfin, je veux dire. Et le fils, il dit cette phrase magnifique, qui dit, mais je cherche à montrer aux gens ce qu'ils ne verront jamais d'eux-mêmes. C'est ça la photographie. Ah, vous avez raison, c'est ça, parce qu'en fait, quand on est photographié, sur la photo, on voit souvent quelqu'un qu'on n'imaginait pas être, enfin, c'est une découverte aussi pour la personne photographiée, je pense, de voir une image d'elle. Puisqu'elle a forcément en tête une image qu'elle souhaiterait et que 9 fois sur 10, c'est pas du tout ça qui sort. Particulièrement avec ma manière de photographier, j'ai ce talent ou ce handicap, hein, c'est selon, de montrer aux gens quelque chose de leur futur, quelque chose qu'ils pressentent mais qu'ils ne voient pas. Ouais, j'ai un exemple comme ça où j'avais photographié un grand intellectuel français. Le gars, 55 ans, hétérosexuel, très séducteur. Et donc, il arrive, et en fait, je vois ma mère. Et donc ce gars qui était vraiment, voilà, l'espèce un peu dragueur, enfin, donc très limite dans le monde dans lequel nous vivons, et c'est tant mieux. En fait, je le photographie comme une femme, quoi. Je veux dire, je vois un côté féminin, je trouve ça hyper beau, enfin, je réfléchis pas. Et donc le type voit les photos et il pète un câble. Et donc ces images ne sont jamais parues, enfin, voilà, ça devait faire la couverture d'un livre, bon, jamais paru. Et puis 2 ans après, pendant plusieurs années, je recevais des coups de fil ou des mails de tous les coins du monde en disant voilà, on publie un article sur cette personne ou son livre est publié dans notre pays et il a demandé à ce que ce soit votre photographie qui illustre le livre, l'article. Vous voyez, c'est que j'ai sans doute montré cette personne à un moment de sa vie où il pensait encore être le gars de 30 balais qui pouvait séduire, etc. Un rapport à l'autre en fait qui n'existait plus. Et je lui ai montré, peut-être brutalement, et il a fini par l'accepter. Et sans doute qu'il s'est dit, mais au fond, c'est ça qui je suis. Peut-être. On conseille de ne pas recourir à la chirurgie esthétique quand on est dans une période de chahutage émotionnel. Et moi, je me dis que c'est peut-être pas non plus un bon moment d'aller se faire photographier quand on est un petit peu triste ou mal dans sa peau, à moins de s'adresser à un photographe un peu psy. Vous vous sentez un peu psy, vous, parfois? Oui, je trouve que... Vous voyez, la similitude langagière entre la photographie et la psychanalyse, ou la psy en général, est intéressante. On parle de séance photo. Vous voyez, et du coup, ce qui est magnifique quand on est dans une séance photo, c'est qu'on est là quand même pour faire des images, quoi. Et quand on fait des images, eh ben, on n'est pas dans le langage. Ouais, vous allez chez votre psy, bon, ben, il va falloir parler, il va falloir faire gaffe à ce qu'on dit, parce qu'il va tout relever. Et quand on est avec moi, bah, les gens ils s'en fichent, quoi, parce qu'ils sont là pour faire des photos. Et du coup ils me racontent mais toute leur vie, c'est magnifique. J'ai des conversations et des secrets qui me sont livrés de dingue. Je pense que les gens, ils ont besoin de parler, de se livrer, à un inconnu notamment. Et en plus ils sont en sécurité parce qu'ils savent que, bah, il y a une bienveillance de ma part, mais ils savent que de toutes les manières, moi je fais des photos. Oui, mais en même temps, quand il vous raconte beaucoup, peut-être en se disant, plus il en saura sur moi et mieux la photo me conviendra.
Ce que je dis de manière assez rapide dans les séances, c'est qu'on n'est pas là pour faire un travail qui va vous séduire dans la plastique, mais qui va vous questionner. Et du coup, si vous voulez avoir une belle photo, il y a plein de photographes magnifiques qui savent faire des photos très belles et très chiantes, de mon point de vue, très lisses, quoi, en fait. Voilà. Moi, mon talent, je sais pas, mais en tout cas, ma particularité, sincèrement, je sais pas faire autre chose. Alors du coup, je suis un peu handicapé, mais je l'assume complètement et j'aime cette limite. C'est que, au fond, j'aime creuser dans l'intériorité des gens. Et j'aime ce paradoxe que la photographie ne montre finalement que l'extérieur. C'est quelque chose de plat. Je ne vais pas montrer l'intérieur de votre âme, quoi. Et pourtant, quand une photographie est réussie, de mon point de vue, elle montre autre chose que juste l'extérieur. Oui, vous avez raison, parce que si la photo est trop lisse, en fait, et chiante, comme vous le dites, peut-être que c'est un peu l'effet des filtres actuellement sur les réseaux sociaux. C'est que finalement, on ne montre pas la personne, on la cache. Finalement, on n'a pas affaire à la personne, puisque quand il y a plein de filtres et tout ça, c'est pas vraiment la personne. Complètement. Mais d'ailleurs, regardez j'allais dire le langage des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est intéressant parce que moi, je suis photographe. Vous me parlez des images et moi, je vous parle de mots. Parce que les images, en fait, c'est une succession de mots, mais c'est un langage qu'on n'a jamais appris. Vous voyez, à l'école, en classe de première, on a le bac de français, donc on récite par cœur, on apprend par cœur des explications sur des textes de gars qui nous emmerdent plus ou moins. Enfin, moi, Bossuet, j'ai franchement pas kiffé, et j'espère que ça a changé, mais on nous apprend en fait le langage et on nous apprend pas l'image. Or, l'image, on est consommateur, donc on est face à la publicité, on est électeur, donc on est face à des images de propagande dans un bon sens du terme. Je veux dire, les images sont construites et nous amènent à ressentir ou penser des choses. Je veux dire, si on avait cette éducation-là, on serait peut-être un petit peu moins désarmé face à notre propre image. C'est ça. Mais on manque de ces outils, en fait. On peut les acquérir par nous-mêmes. Et vous parliez des réseaux sociaux. Vous voyez, la similitude des images sur les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que quand je vous disais que je parlais des mots, sur les réseaux sociaux, on a des friends qui nous like. C'est ça. Mais c'est tout sauf des amis qui nous aiment. Oui, c'est souvent des personnes qu'on ne connaît même pas. Et alors, on parle de séduction devant l'objectif et tout ça, mais finalement, souvent, quand on n'arrive pas peut-être à se laisser photographier, c'est parce qu'on a envie que les autres nous trouvent séduisantes ou de plaire. Mais du coup, pour vous, qu'est-ce que c'est une photo d'une femme séduisante ? Qu'est-ce qui vous convainc dans une image ? C'est une photo où je vois en même temps sa force et sa faiblesse. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est une photo où la beauté en fait de la personne, qu'elle soit homme ou femme, est présente, mais que c'est une beauté qui est d'un type qui n'est pas forcément physique. Vous voyez, qu'il peut y avoir une présence du regard, qu'il peut y avoir une émotion, une fragilité ou une force. Et peu importe la question du genre, je veux dire. Et que là, du coup, je vais tomber amoureux, en fait. Ça va faire appel dans moi à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intelligence ou de reconnaître en fait une image type, mais ça va me faire rentrer dans l'émotion. Et je pense que là, on a gagné. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une bonne image. Alors finalement, quand vous photographiez une personne, qu'elle soit jeune, vieille, naturelle, sophistiquée, transformée, injectée, liftée, tatouée, adepte du piercing, bon bref, quel est votre challenge ? Que la personne apparaisse sous son meilleur jour, on en a parlé, révèle en quelque sorte sa personnalité, sa beauté ou la singularité de son visage, comme selon l'expression de David Le Breton. C'est très juste. Moi, je suis un grand fan de David Le Breton. Mais une bonne image, c'est une image qui nous échappe. Là, je parle de moi qui l'a produit. Et moi qui suis spectateur, ça va être une photo qui me trouble. Voilà. Et si le langage disparaît, si l'image me touche sans que je puisse déterminer pourquoi, ça me réjouit. Vous voyez, quelqu'un qui est très beau. Bon, il est très beau, il ou elle est très beau, on s'en fout. Tout est dit, vous voyez. Oui. Et alors que quand il y a un déséquilibre, une fragilité,
et ben du coup, ça rejoint sans doute dans mon intériorité, dans mon émotion, mes propres fragilités, mes propres déséquilibres. Et du coup, c'est ce qui va me permettre de reconnaître quelque chose chez la personne qui va me relier à elle. Vous voyez, religarer, enfin. Et si on est tous des clones, mais no offense, pas de jugement de valeur, moi, enfin, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais peut-être que la singularité, du coup, disparaît. Et c'est tellement beau, en fait. Nous. Ça me fait penser à une magnifique nouvelle de Milan Kundera où c'est un couple qui est en week-end et en fait le garçon dit bah tiens on va imaginer qu'on se connaît pas, et donc au début la fille elle trouve ça rigolo, etc. Et puis en fait lui il joue tellement bien et c'est tellement flippant qu'à un moment donné il dit non mais c'est bon on va arrêter maintenant, et il continue en fait mais je vous connais pas madame, mademoiselle, etc. Et ça se finit par cette phrase de cette femme qui dit mais je suis moi, je suis moi, je suis moi. Voyez. Et en fait, tout l'enjeu de notre discussion, c'est ça. Qui je suis pluriel. Oui. Avec ou sans recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, donc. Et plus je suis moi avec mes forces et mes faiblesses. Vous voyez, moi j'ai longtemps pas aimé mon nez, qui est trop gros, un peu de travers. Mais je veux dire, je suis aujourd'hui qui je suis grâce à ce nez. Ouais. Si à 16 ou 18 ou 20 ans, je l'avais fait comme, je sais pas moi, quelle star du cinéma, et j'aurais fait sans doute un autre métier. Voyez. En tout cas, j'aurais pas exercé, j'aurais pas fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est chouette. Merci beaucoup Olivier Rollor d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos réflexions sur ce sujet qui nous passionne. Chères auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté cet entretien. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri pour poursuivre la discussion et booster les écoutes, bien sûr, de vous abonner et d'envoyer le lien à vos proches. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous souhaitez témoigner. Pour plus d'infos sur un traitement ou une intervention de chirurgie esthétique, mon guide J'y vais pas est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.